Bonjour, je suis le sergent Jim Wagner. Je suis agent de police aux États-Unis. Aujourd'hui, nous étudierons les tactiques défensives. Il s'agit de tactiques pour les policiers et agents de sécurité, ainsi que pour la police militaire. Je vous montrerai les techniques basiques pour survivre à un conflit du point de vue du combat. Je ne parle pas d'arts martiales, mais de techniques efficaces que j'ai apprises dans le monde entier. Si vous avez participé à un combat réel, vous savez qu'on n'utilise vraiment que deux techniques. La seule chose qui vous importe est de vaincre le plus rapidement possible, car plus ça dure, plus on commettra d'erreurs et plus on recevra des coups. Si vous n'êtes pas de la police, si vous êtes des artistes d'arts martiaux, ce sont les techniques dont vous aurez besoin pour gagner. Pas besoin de fioritures. Dans un combat se mélange l'adrénaline, la peur et beaucoup d'autres choses, comme la distorsion des perceptions. Il vous faut des techniques simples pour remporter le combat. Et ce sont celles que je vous montrerai aujourd'hui. Tout le reste est pur remplissage. Techniques inutiles. Commençons par apprendre quelques techniques. Nous verrons d'abord la position à adopter. Dans la police, on ne se place pas comme ça devant un individu. Nous allons le voir avec l'aide de mon compagnon et ami Chris St. Jacques. Je ne dois pas rester dans cette position, parce que je suis très vulnérable. Il peut m'atteindre avec des coups de pied et de poing. C'est une très mauvaise position. Cela peut être une situation où nous parlons avec quelqu'un dans la rue, nous lui demandons quelque chose. Comment nous plaçons-nous? Dans la police, nous avons la posture d'interrogation. La distance sera marquée par l'environnement. Mais maintenant, je vais rester à cette distance, par rapport à cet individu. S'il veut m'attaquer, il devra avancer d'un pas. Et ça me donne un temps de réaction. C'est le secret de toute position, le temps de réaction. À présent, je me retournerai un peu. Ainsi, je suis face à lui. Et comme ça, je suis un peu de profil. Si cette personne me demande seulement quelque chose, ou si nous sommes à une fête, par exemple, je ne vais pas me mettre dans une position de combat comme celle-là. Je peux être à la fois naturel et prêt. Et lui ne le sait pas. Depuis cette position, je peux facilement donner des coups de pied ou bloquer ses possibles attaques. L'étape suivante sera que faire avec les mains. Si je laisse mes mains ici dessous, pendant que je parle avec cette personne, et elle m'attaque avec les poings, le temps de réaction est trop grand. Il peut m'atteindre. Dans la plupart des cas, quand nous parlons avec un suspect, nous placerons les mains ici, comme si de rien n'était. « Pardon, monsieur, que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous ici? » Je reste dans cette posture. Vous pouvez jouer avec vos bagues, ou bien vous frotter les mains comme ça. Certaines personnes emploient des gestes comme ceux-là. Ce sont des trucs pour garder les mains en position, sans attirer l'attention. Dans le cas des gardes du corps, ils gardent souvent les mains jointes. Ça semble normal. Mais si quelqu'un s'approche et attaque, ils peuvent bloquer et réagir. Ça, c'est la posture principale, la posture d'interrogation. Depuis cette posture, si je sais que je vais devoir me battre avec cet individu lorsqu'il m'attaque, il m'est facile de passer à une position de combat. Je fléchis le genou et j'aligne mes épaules avec mes pieds pour ajuster mon centre de gravité. Je monte les mains de cette façon. Je vais vous montrer de face la position de mes mains. Voici la position, ou plus ou moins. Pas besoin d'être parfait comme dans les styles japonais, comme le karaté, où les postures doivent être parfaites. Il faut seulement que les mains couvrent bien votre zone frontale. Ce qui arrive sur les côtés n'a pas d'importance. Je dois seulement protéger mon torse. La main placée en avant serait ma main secondaire. Moi, je suis droitier. Ça, c'est ma première main. Et celle-ci est la seconde. Nous ne parlons pas de main forte et de main faible, parce que cette main n'est pas faible. Celle-ci est la primaire et celle-là, la secondaire. Dans ce cas, en tant qu'agent de police, les mains seront la première chose que j'emploie pour frapper. Aujourd'hui, je n'ai aucune arme sur moi, parce que dans cette vidéo, je veux aussi me diriger aux civils. Même si je portais une arme, si quelqu'un m'attaquait,
Je n'aurai pas le temps de dégainer. C'est la plus grande erreur que commettent de nombreux policiers ou agents de sécurité. Si quelqu'un nous attaque et le fait par surprise, il n'y a pas de temps pour dégainer. Vous devez vous battre, le repousser et alors prendre votre arme. En vous battant, vos mains sont placées en hauteur et nous regardons juste au-dessus de cette main. Si la main est trop basse, ils pourront me frapper. Si elle est trop haute, je suis couvert. Maintenez-la ici pour pouvoir parer avec le coude et pouvoir regarder par-dessus. Cette autre main, la primaire, reste près du menton ou par ici pour pouvoir bloquer différentes attaques. Une autre chose dont vous devez vous souvenir est de garder le menton bas. Si vous levez la tête, ils vous frapperont sur la mâchoire et vous resterez KO. Restez baissé. Baissez votre centre de gravité. Les épaules tendues de cette façon en formant une unité compacte. D'ici, vous pouvez attaquer avec les poings, comme nous montrerons dans un moment. Finalement, si je me bats ainsi, recroquevillé, si je prends cette posture, qu'est-ce que mon corps est en train de dire? Il vous dit que je suis timide, que vous pouvez m'attaquer. Cela signifie que je suis effrayé. Mais si je prends cette autre position, je suis en train de dire à l'opposant que je suis prêt à me bagarrer. Mes mains en haut créent une barrière et servent aussi à l'intimider. De façon que cette position est celle de combat. D'ici, vous lancerez vos attaques. D'ici, les coups ressemblent beaucoup à ceux de la boxe occidentale. À présent que vous connaissez les positions basiques de combat et d'entretien, nous allons parler des mouvements. C'est un peu critique dans le combat. Quand je suis dans la position de combat ou de conflit, comment vais-je bouger? Très simple. Ne bougez pas comme les boxeurs sur un ring, en vous déplaçant de cette manière. C'est très instable et il pourrait vous arriver beaucoup de choses. Les boxeurs et beaucoup de combattants bougent ainsi sans arrêt, alors qu'il n'y a pas de contact. Mais il s'agit de sport ou d'arts martiaux de compétition. Lorsqu'il s'agit d'un combat réel, nous avons besoin de bien appuyer nos pieds. Nous pouvons bouger ainsi, rapidement. Ensuite, nous verrons quelques exercices que l'on apprend dans les académies de police. À nouveau, position de combat. Si je veux aller en avant, je fais un pas de cette manière pour maintenir ma position. Si je veux aller en arrière, pas en arrière et je glisse l'autre pied. La position finale est la même. Si je veux aller à droite, un pas sur le côté et je glisse l'autre pied, en maintenant la position. Si je veux aller à gauche, un pas et je glisse. Lors d'une bagarre réelle, je lancerai des coups de poing et je devrais me bouger de la sorte. Vous devrez vous habituer à ces déplacements. Ne dansez pas comme ça. En lançant les poings, vous ne devrez pas bouger et rester avec le centre de gravité bas. Que faire si quelqu'un se jette rapidement sur vous? S'il sort un couteau et devait fuir en arrière, le problème est que si vous courez en arrière, comme beaucoup le feraient, vous pourriez finir par vous cogner la tête ou tomber. C'est pourquoi nous avons le retrait d'urgence ou retrait rapide. Nous faisons un pas et glissons notre pied, mais cette fois plus rapidement. De cette manière, nous pourrons stopper à tout moment. Même si on choque contre un mur, nous garderons toujours l'équilibre. Le retrait se réalise ainsi avec des pas rapides, pour nous permettre de nous éloigner de l'agresseur. Passons au thème suivant. Bien, à présent, nous passerons au coup avec les bras. Pour cela, nous emploierons nos bras. Je n'aime pas les appeler coups de poing, parce qu'on a l'impression que l'on donne une raclée à quelqu'un. C'est une question de langage. Nous les appellerons frappes. La première que nous verrons, dans une position de combat, est celle que nous nommons direct. Certains le connaissent comme jab. Mais en boxe, un jab est un coup léger. Dans le domaine policier, nous devons considérer ce que nous connaissons comme localisation d'objectif. Il s'agit de trouver l'objectif, de frapper à un endroit correct.
que ce soit le nez, le sternum ou les parties génitales. Trouvez l'objectif adéquat, le moment le plus propice. L'aspect suivant est celui de la force de détention. Si je le frappe de cette façon, sans trop de force, il ne va pas s'arrêter. J'ai besoin de l'arrêter immédiatement. Et pour ce faire, nous devons pénétrer avec le cou. Je ne veux pas frapper seulement la superficie de son visage, mais pénétrer avec mon cou au-delà de l'objectif. La même chose pour l'estomac. Je ne frapperai pas superficiellement, mais j'essaierai de le traverser. C'est ce que nous appelons la force de détention. Une autre chose très importante est la continuité. Le problème avec les gens qui ne se sont jamais battus est qu'une fois qu'ils frappent, ils arrêtent pour voir ce qui arrive. Ils veulent voir le résultat de la frappe. Vous devrez continuer vos actions telles que l'on vous l'a montré. C'est ce que nous appelons continuité. Si je le frappe, je continuerai à frapper jusqu'à le faire tomber par terre. Et alors je l'arrête ou je fuis. C'est ce que nous appelons continuité. La première technique que nous verrons est le direct. Il se réalise avec la main placée en avant, avec la main secondaire, directement vers l'objectif. Un coup rapide. Puis nous pratiquerons avec les gants. Le coup suivant est le cross. Nous lançons le poing qui est en arrière au niveau du menton, directement vers l'objectif. Nous essayons de traverser l'objectif. Pensez-y comme s'il s'agissait du piston d'un moteur d'une voiture. Il avance direct et revient directement. Vous devez tourner le corps pour obtenir la puissance dans le cou et revenir en arrière. Le coup suivant est le crochet. Le crochet vient de côté. Tous ces coups se réalisent avec ces deux nœuds de la main. Les nœuds qui sont alignés sur l'os de l'avant-bras. Ne frappez pas avec le poignet retourné, parce que vous pourriez vous faire la fracture du boxeur. C'est une fracture du poignet. Certains diront que c'est mieux de frapper comme ça, avec la main ouverte, pour ne pas blesser le poignet. Ce n'est pas vrai. La plupart des hommes emploieront leur poing habituellement pour se bagarrer. Cela fait partie de la nature humaine. Les femmes emploieront les mains ouvertes. Vous pouvez essayer avec les deux, mais je vous garantis que dans une situation dangereuse, vous emploierez vos poings. Il est possible que vous vous cassiez le poignet, mais à ce moment-là, c'est la moindre de vos préoccupations. Vous ne penserez qu'à battre votre opposant. Donc, gardez les bras fermes et alignés. Nous avons le direct, le cross, et maintenant, le crochet de côté. On peut le faire de l'autre côté. Vous placez le bras ainsi et frappez directement. Ou alors, vous frappez droit dans son flanc, tout en pivotant le corps. Le prochain coup est l'uppercut. Certains réalisent ce mouvement circulaire ascendant, mais ce n'est pas comme ça. Un uppercut est direct vers le haut depuis le bas. Direct en haut et revient en bas. C'est comme un piston. S'il lui est penché, je ne fais pas de mouvement circulaire, mais je fais direct vers le haut et je termine le coup de poing en bas. Ça, c'est un uppercut. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Mouvement de piston, comme un piston. Mouvement de piston latéral et mouvement ascendant. C'était les coups de poing basiques. À continuation, nous allons les mettre en pratique avec les gants d'entraînement. Lui sera l'entraîneur et moi son élève. Moi, je donne les coups et lui m'aide et me montre. Sa posture sera la même que la mienne, avec le côté de mon arme derrière, mon bras primaire derrière et son côté primaire derrière. Il va garder un gant à hauteur de ma figure, de cette façon pour le frapper. Le deuxième gant sera perpendiculaire pour que je puisse réaliser des crochets et d'autres coups. Ce qui est important ici est que vous ne frappiez pas seulement la superficie, mais pensez que l'objectif est derrière le gant. Ainsi, vous obtiendrez la puissance maximum de frappe.
Position de combat pour les tactiques défensives. Le coup direct va de A à B. Tout en le faisant, je fais un petit pas d'un pouce, pour accompagner le coup droit. Direct devant, direct en arrière. Devant, arrière. À présent, le cross. Nous tournons tout le corps et frappons comme un piston. Direct en avant, direct en arrière. Devant, arrière. Pour le coup en crochet, je vais pivoter le corps et frapper avec les deux nœuds. Direct en avant et en arrière. Devant et derrière. Il y a peu de fioritures ici. Votre compagnon doit rester rigide et placer les gants à cette hauteur, comme s'ils étaient le visage de l'adversaire. Plus les gants seront rigides, meilleur sera l'entraînement. Il peut aussi baisser le gant pour que nous pratiquions les coups bas. Par exemple, dans un combat réel, je peux vouloir le frapper ici en bas. Nous pouvons le simuler avec le gant. Il pourrait aussi lancer un crochet dans les côtes. Ce gant simule nos côtes. Ce ne sont pas des coups stylisés, mais des techniques standards de boxe, modifiées pour le travail de tactique défensive policière. Pour terminer, nous verrons le coup de revers. Supposons que l'opposant est ici et s'approche par un côté ou par mon dos. Le coup de revers est habituel dans de nombreux arts martiaux. Un mouvement comme ça en frappant avec les deux nœuds. Ici, le problème est que le dos de la main est très faible. Et si nous le frappons dans la mâchoire, nous pourrons nous blesser le poignet ou autre chose. Cela peut être un coup efficace, mais pas décisif. Pour lui, ce sera comme un choc. Quand nous lançons un coup de revers, nous le ferons avec le profil de la main. S'il arrive par derrière, coup circulaire. Ça, c'est le mouvement. Je vais me retourner pour le faire avec l'autre main. D'ici, je tourne et frappe. Mon compagnon a commis une erreur en plaçant le gant à cette hauteur. Je ne veux pas frapper l'opposant à la poitrine. Si le compagnon ne vous aide pas, vous devrez lui dire où vous voulez que se trouve l'objectif. À présent, par exemple, je lui dirai de garder le gant ici, en haut, pour pratiquer le coup. Maintenant, nous nous battons. Si votre compagnon ne vous suit pas, donnez-lui les indications nécessaires. Le coup suivant s'appelle point en marteau. Le coup précédent était aussi en marteau, mais en arrière. Ce coup sera direct vers le bas. Nous allons tourner ce gant vers le haut pour le pratiquer. Il peut s'appliquer dans diverses situations. Par exemple, si l'adversaire est penché ainsi. S'il avait un couteau, moi je devrais le frapper très fort sur la colonne vertébrale. Si l'adversaire est par terre, je peux le frapper sur les parties génitales, de cette manière. Il peut être utilisé dans de nombreuses situations. Nous levons le poing et frappons vers le bas avec force. Comme vous voyez, ce n'est pas un mouvement compliqué. Quand vous pratiquez ces coups, souvenez-vous d'une chose. Ce sont les seules frappes avec le poing que j'enseigne. Le direct, le cross, le crochet, l'uppercut, le point de revers et le marteau. J'ai vu et je suis intervenu dans beaucoup de combats. Et je n'ai jamais eu besoin de plus de coups que ce que je vous ai montré. C'est ce qu'ils vous montrent dans les académies de police et militaires, parce qu'ils sont effectifs. Dans un combat réel, ce sont ceux que vous utiliserez. Ne commencez pas par faire des techniques stylisées. Elles sont inutiles. Ce qui est important est de stopper l'adversaire et être direct. Si vous commencez par des fioritures, vous perdrez le temps. À présent, nous allons étudier les frappes de soumission avec la main ouverte. Pour l'expliquer, par exemple, nous supposons que quelqu'un essaie de me frapper et que moi, je veuille l'arrêter. J'emploierai les coups de poing. Si je suis en train de me battre avec quelqu'un comme mon compagnon Chris, si je lui casse la mâchoire sans le vouloir,
Tous diront que c'était une réaction justifiée. Mes supérieurs diront que c'est justifié. Même un juge dira que c'est justifié parce que l'agresseur est une personne très forte et très grande. Maintenant, imaginons la même situation, mais l'adversaire est plus faible ou se trouve sous les effets d'une quelconque substance comme l'alcool, par exemple. S'il est sobre et que moi j'attaque, c'est correct, parce que je suis en train de me protéger. Mais supposons qu'il soit ivre et qu'il me lance un coup. Je sais que ce ne sera pas dangereux et je commence alors à le frapper. Je vais avoir des problèmes. Parce que bien qu'il ait essayé de me frapper, nous devons prendre en considération toutes les circonstances. Lui est sous l'effet de l'alcool. Et les gens qui sont autour diront qu'il m'a lancé un coup de poing, mais sans danger, parce qu'il était ivre. Et ils lui donneront la raison. Pour ces situations, nous avons les frappes avec la main ouverte. Pour frapper sans faire de mal, ou essayer d'éviter de le faire. Nous allons les travailler avec les gants. En frappant, je le ferai avec la main ouverte. De nombreux arts martiaux le montrent ou enseignent en essayant d'aller au-delà de l'objectif. Le problème est que si je le fais, je peux lui faire du mal au nez ou lui briser la mâchoire. Nous frappons avec la paume. Et au dernier moment, vous la laissez tomber comme ça. Ainsi, nous dissipons l'énergie du coup. Ce sera un coup, ça lui fera mal, mais ça ne sera pas grave du tout. Nous lançons un cross avec la paume, et au lieu de traverser l'objectif, nous frappons et glissons vers le bas. La même chose avec le crochet. Je ne traverse pas l'objectif pour éviter de faire de mal aux oreilles ou à la mâchoire. Si je frappe et à la fin je retire la main, je ferai seulement du mal ou créerai un choc, mais pas de graves lésions. Nous pouvons pratiquer les combinaisons de frappe. S'il est ivre et il m'attaque, je le frappe comme ça pour le laisser dans un état de choc et l'arrêter. Ce genre de technique peut non seulement vous sauver la vie, mais aussi vous éviter bien de problèmes légaux. Nous avons vu les coups en employant les poings et les paumes. À présent, nous verrons la possibilité d'utiliser les coudes et les avant-bras. Nous les appellerons coups avec les bras. Ce genre de coups ont les mêmes principes que les coups de poing. Mais cette fois, nous emploierons les coudes. Quand utiliserons-nous les coudes? Quand nous serons à une distance très courte. Quand nous serons collés à l'adversaire, au corps à corps. Nous utiliserons les poings pour maintenir l'opposant à distance, pour qu'il ne s'approche pas. Nous allons employer une seule mitaine pour nous entraîner. Et le compagnon appuiera son autre main par derrière, parce que les coups de coude génèrent une très grande force. Nous accompagnons le coup avec tout notre poids. Le gant à hauteur du visage. Je me place dans la position primaire, avec mon arme sur le côté, le plus en retrait. Main première en arrière et deuxième main devant. Nous n'allons pas nous approcher à cette distance de l'objectif. Nous allons commencer par la technique de coude horizontal. Le coude frappe horizontalement. Peu importe si c'est un peu vers le haut ou vers le bas. Le plus important, c'est que le coup soit efficace et non que l'exécution soit parfaite. Gardez les mains ici, toujours levées. Même si vous êtes à cette distance, vous devrez les garder en hauteur pour vous protéger. D'ici, nous lançons le coude en traversant l'objectif. Nous ne frappons superficiellement, sinon que nous accompagnons avec le pivotement du corps pour augmenter la puissance. Je peux aussi frapper avec le coude en avant. C'était le coude horizontal.
Vous pouvez le pratiquer avec le compagnon ou avec le sac d'entraînement. Pour le coup suivant, nous placerons le gant comme ça. Il s'agit d'un coude vertical, direct vers le haut. Je suis ici et je lance le coude vers le haut. Vous accompagnez le coup avec tout le corps. Ne frappez pas ainsi. Vous devez vous baisser et vous relever pour frapper. En haut, en haut. Vous pouvez fermer les poings en frappant. Si je suis ici et qu'il me saisit pour m'immobiliser, d'ici je peux lui lancer le coude ascendant. Voyons le coup suivant. Le coude retourné en arrière. Je suis ici et lui est en arrière. Je peux lancer ce coup de coude circulaire vers l'arrière. D'ici, si lui me serre, je le frappe. J'essaie d'aller au-delà de l'objectif. Je ne freine pas le coup en arrivant à l'objectif. Je pivote tout le corps pour rester en bonne position, pour continuer à me battre. La même chose de l'autre côté. Nous frappons. Nous avons ce coup ici. Coup de coude en arrière. Ici, c'est plus difficile de tenir le gant, parce que j'ai besoin de le grader à cette hauteur. C'est comme si nous frappions une personne dans les côtes ou au plexus solaire. Encore une fois, si quelqu'un nous saisit par le dos, un coup comme celui-ci ne suffirait pas. Il est très léger. Vous avez un bras devant et frappez en arrière très fort. Directement en arrière. La même chose avec l'autre bras. Directement en arrière. Le coup de coude suivant, nous l'appelons coude descendant. Il s'agit d'un coude vertical, directement vers le bas. Comme vous voyez, c'est un coup ravageur. Le principe est le même. Nous levons le bras et frappons vers le bas, avec tout le poids de notre corps. Nous nous servons de tout notre corps. Quand est-ce que je l'utiliserai? S'il est baissé et que nous nous battons, avant qu'il ne m'attaque, je le frappe avec le coude dans le dos. J'ai déjà parlé de ça dans la vidéo sur le bâton. Si j'emploie seulement la force de l'impact, je le frapperai dans les groupes musculaires de son dos, dans le dos, dans le bras. Mais si je dois employer la force létale, parce qu'il a un couteau par exemple, alors je le frapperai sur la zone rouge, la colonne vertébrale, le rein ou le cou. Mais si c'est seulement un combat pour pouvoir l'arrêter, nous frapperons sur les zones vertes, les grandes surfaces musculaires. C'était les coups de coude que nous emploierons dans un combat réel. Nous allons les mettre en pratique. Vous pouvez les faire en série, comme un boxeur thaïlandais. Accompagnez le corps pour une plus grande puissance et pour arrêter l'opposant. À présent que nous avons vu les différents coups avec les coudes et les mains, nous étudierons les blocages. C'est un aspect critique dans toute situation de combat, vu que vous essayez d'éviter d'être frappé. Quand vous vous battez, vous devez savoir qu'ils vous frapperont probablement, du moins une ou deux fois. Sachez-le. C'est pourquoi il faut travailler avec le sparring de plein contact, parce qu'ainsi, vous saurez ce qu'est de recevoir un coup. On m'a souvent frappé, des suspects comme les compagnons d'entraînement. Je n'aime pas ça, mais je sais comment recevoir un coup et continuer à me battre sans que cela ne m'affecte. Vous pouvez recevoir un coup. Et c'est pour cette raison que le travail de sparring est important. Pour vous, les artistes d'arts martiaux civils, vous devez être capable d'encaisser le coup et revenir à la position, comme si cela ne vous avait rien fait. Si vous le faites, votre opposant pensera que ces coups ne sont pas efficaces. J'ai fait ça environ 2 fois dans des combats réels. Et j'ai pu m'en sortir sain et sauf. Parce que l'opposant pensait qu'il n'était pas suffisamment fort. Et cela me donna de plus grandes occasions pour le battre. Si nous regardons le corps humain, nous dessinerons une ligne verticale qui partagera le corps en 2. Alors, de la poitrine vers le haut, nous aurons 2 cadrans. Un à droite et l'autre à gauche. Vous devrez penser à défendre ce cadran et celui-ci. Rien que ces 2-là. De la poitrine jusqu'aux parties génitales,
Vous avez la zone intermédiaire, avec les cadrans numéro 3 et 4. Vous devrez apprendre à bloquer et à protéger cette zone. Finalement, les deux autres cadrans, des parties génitales jusqu'au sol. Vous avez les cadrans numéro 5 et 6. Bien entendu, je ne vais pas me baisser pour bloquer avec les bras, mais je le ferai avec les jambes. Bloquer, c'est simple. Il suffit de protéger ces 6 cadrans. Techniquement, vous devez couvrir cette zone étroite entre les épaules ou entre les jambes. Celle-ci sera la zone de blocage. Maintenant, avec l'aide de Chris, nous réaliserons quelques exercices pour vous montrer ce que je vous ai expliqué. Chris m'attaque avec un coup de ce genre, parce que c'est une personne très grande. Un coup de poing en angle 8 ou 9. Si vous avez vu mes vidéos sur le bâton ou le couteau, vous connaissez alors les 12 angles d'attaque possibles. S'il me frappe d'en haut, j'aurai besoin d'un blocage élevé. Tout comme en karaté ou en taekwondo, j'emploierai un blocage élevé de ce style. C'est simple. Si quelqu'un vous lance un poing depuis le haut, vous bloquez comme ça. Ne gardez pas le bras horizontalement, mais en diagonale, pour que son coup glisse et soit lancé dans le vide. En frappant, vous pouvez contre-attaquer. S'il me frappe fort avec l'autre main, je peux bloquer avec mon autre bras. Je n'ai pas besoin de toujours parer avec le même bras. Je peux réaliser n'importe quel blocage élevé. À présent, s'il m'attaque vers le cadran numéro 2, nous disposons du blocage appelé extérieur. Blocage extérieur élevé parce qu'il m'attaque sur un cadran élevé. Vous pouvez faire un mouvement de balayage ou un mouvement de blocage. Votre force contre la sienne. Je vous recommande d'employer votre main avancée, la main secondaire pour bloquer. Vous pouvez aussi vous incliner en arrière. Mais si vous parez le coup, faites un blocage extérieur, avec ce mouvement vers l'extérieur. S'il me lance son autre poing, nous faisons un blocage intérieur. C'est facile. Cela peut se réaliser avec le poing fermé ou main ouverte. Personnellement, je préfère parer avec les poings fermés. Blocage, blocage intérieur et à présent extérieur. Très simple. Si maintenant j'attaque la zone intermédiaire, je peux bloquer avec le coude, ou avec le poing ou le bras. Si votre attaque est basse, je bloquerai avec la main vers le bas. Si j'attaque plus haut, ma main visera vers le haut. Pour le blocage extérieur, j'emploierai le coude et l'épaule. À présent, je peux éloigner son bras avec le coude. C'est aussi un blocage. Si par exemple, il me frappe aux parties génitales, je bloque en bas. Nous avons le blocage élevé en haut, à présent le blocage bas. Avec l'autre main, je bloque en bas, avec la main ouverte, ou avec les deux mains. Ce sont tous les blocages. Nous avons le blocage élevé, le blocage extérieur, le blocage intérieur, et à des niveaux plus bas, les blocages extérieurs et intérieurs, et le blocage bas. C'est tout. Toute autre chose en dehors de ceci sera trop compliqué. Parfois, vous utiliserez les deux mains. Si c'est un opposant très grand et qu'il m'attaque avec un coup de poing très fort, j'emploierai alors les deux mains pour le parer, ou je peux essayer de dévier son coup. Ne faites pas de choses trop compliquées. À présent, nous allons réaliser des exercices. Lui essaiera de me frapper directement au nez pour commencer l'exercice. Il n'essaiera pas de me casser le nez, mais de le toucher. Ce sera assez réaliste. S'il m'atteint, il ne se passera rien. Nous continuerons l'exercice pour travailler mes blocages. Nous allons nous déplacer, et quand il m'attaque, j'emploierai les différents blocages. C'était l'exercice. Entraînez-le et essayez de parer sans arrêt.
Maintenant, je vous expliquerai un aspect critique. Lui, il m'attaquera de la même manière. Et à présent, je le ferai un peu différemment. Il m'attaquera comme il veut, avec des coups d'uppercut, de crochet, ce qu'il veut. Quand je travaille, je ne dis jamais à l'opposant comment il doit m'attaquer. Je préfère ne pas le savoir et être pris au dépourvu. De cette manière, je m'entraînerai de façon plus réaliste. Il m'attaque et moi je me défends. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bloqué, comme avant, mais avec une défense agressive. Au lieu de rester ici en bloquant, je bloque. Au lieu de faire cela, j'étais plus agressif. Quand il m'attaquait, moi je bloquais très fort. Pourquoi? Comment cela affecte ma pensée? Cela me prépare mieux au combat. Je pourrai seulement me défendre une fois s'il m'attaque par surprise. Si quelqu'un me tend un piège ou m'attaque par surprise, s'il m'attaque sur un côté, je devrais me défendre. Mais cela ne veut pas dire que nous devons bloquer et attendre notre tour pour attaquer. Nous bloquerons fortement, de façon agressive. Une fois que nous avons cela à l'esprit, nous serons prêts à attaquer. Et quand est-ce que nous attaquerons? Immédiatement. Une fois que j'ai commencé à attaquer, je ne peux plus cesser jusqu'à ce que je l'arrête ou jusqu'à ce qu'il soit au sol et que je puisse m'échapper. Là finit le combat. Maintenant, nous passerons au coup avec les jambes, les genoux et les pieds. Nous commencerons par les pieds. Évidemment, les frappes avec les pieds et les jambes sont très importants. Ce sont des muscles très forts. Bien entendu, plus forts que nos bras. Dans le domaine policier, nous valorons les coups de pied. Quand j'étais dans l'académie de police, nous utilisions les coups de pied. Dans les écoles d'antiterrorisme aussi. Et dans l'école fédérale des forces de l'ordre. Nous employons les coups de pied parce qu'ils sont très effectifs. Souvent, les criminels ne prennent pas au sérieux les coups de pied, sauf ceux qui ont été parés avec un coup de pied. Mais je vous assure qu'ils sont efficaces. Je vous montrerai d'abord les endroits du corps où je vais frapper avec le pied. Ne frappez jamais au-dessus de la ceinture. Jamais. Si vous vous adonnez à lancer des coups de pied compliqués comme ceci, ça ne marchera pas. On vous renversera parce que vous perdrez l'équilibre. Vous pourriez glisser et ça peut mal se terminer. Plus vous lancerez la jambe en haut, plus vous serez faible, parce que pour lui, il est plus facile de deviner le coup. Dans la police, l'objectif principal est la zone du bassin, pas la partie génitale, même si c'est un bon objectif. Tout point sur la zone du bassin est bon. Et pourquoi? Premièrement, parce que votre centre de gravité est au milieu de votre bassin, sur la partie supérieure des hanches. Le centre de gravité se déplace avec l'opposant. Et si moi je peux l'arrêter, cela évitera qu'il continue à m'attaquer. La deuxième raison est que nous n'avons pas trop de muscles qui protègent cette zone. Nous avons une forte poitrine, un estomac fort pour recevoir des coups. Mais ici, nous n'avons pas de protection. De plus, à cet endroit, se trouvent les intestins. Et quand je frappe, cela nous fera du mal. Il se passe la même chose avec les parties génitales. Ici se trouvent aussi les artères. Et un coup de pied à cet endroit peut bloquer le système circulatoire. Nous avons aussi les hanches, qui connectent avec les jambes et le corps. Nous pouvons le déséquilibrer ainsi si nous le frappons à cet endroit. Chris va s'aider d'un bouclier standard pour donner des coups de pied. Voyons comment le maintenir. Avec ma main secondaire, je saisis par ici. Et avec la main primaire, je saisis la poignée supérieure. J'appuie contre mes hanches et je me baisse un peu pour une meilleure stabilité. Je baisse mon centre de gravité pour pouvoir absorber l'impact. Si maintenant il tient le bouclier, cette zone arrondie se trouve à hauteur de mes hanches.
C'est un bon dessin, parce qu'il ressemble à l'endroit que je veux frapper. Quand je frappe le bouclier, je serai en train de penser à ses hanches. Position de combat, avec les mains en haut. Comment dois-je frapper? Vous devez savoir 3 choses. La première, c'est de lever la jambe comme ça, jusqu'à ce qu'elle soit horizontale. Deuxièmement, essayez de traverser l'objectif. Ce qui est intéressant lorsque je frappe les hanches, c'est que ma jambe ne lance pas le coup droit, mais qu'elle le fait plus en bas. Et de cette façon, je peux me servir du poids de mon corps pour percuter. Troisièmement, une fois que nous avons donné le coup de pied, nous appuyons la jambe en faisant un pas et nous pouvons nous déplacer et attaquer avec le poing. Beaucoup d'artistes d'arts martiaux, lorsqu'ils donnent un coup de pied appelé coup de pied snap, frappent et amènent la jambe en arrière, ou font un pas et donnent des coups de pied. Dans la police, nous frappons comme ça. Et pourquoi? Cessez de penser à l'adversaire, à ses hanches et à son corps. Pensez plutôt à une porte fermée. Si moi je m'approche d'une porte, je ne vais pas donner des coups de pied comme ça pour l'ouvrir. Je vais frapper avec toute la plante du pied pour pousser de toutes mes forces, afin de pouvoir ouvrir cette porte. Si vous ne me croyez pas, essayez d'ouvrir une porte ainsi. Si c'est une porte robuste, vous devrez employer beaucoup de force. On va le mettre en pratique. Vous devez traverser l'objectif. Essayez de faire en sorte que l'adversaire recule, comme si vous donniez des coups de pied à une porte. Après avoir frappé, vous pouvez attaquer avec d'autres techniques. C'était le coup de pied de face. À présent, je vous montrerai comment nous employons le coup de pied frontal dans une simulation de situation réelle. Dans ce cas, je suis un agent de police ou du SWAT qui entre dans un immeuble, où je peux essayer d'éloigner cette personne qui est sur mon chemin. Ici, il y a une personne à qui je demande de se baisser, mais qui ne coopère pas. Et moi, je dois avancer dans cette direction pour m'approcher de mon objectif. Je saisis mon arme, et en m'approchant de la personne, je garde mon arme tout contre moi pour pouvoir lui donner des coups de pied. Nous allons mettre en pratique cette situation. Baissez-vous par terre. Allons, baissez-vous. Alors je m'approche et je peux continuer. Je dois m'approcher en gardant mon arme tout contre moi. Et en le frappant, je ne dois pas prendre des risques, parce qu'ainsi, je ne sais pas dans quelle direction il dirigera mon arme. Je dois avancer tout en pointant l'adversaire. Avancer avec un mouvement de combat. Baissez-vous, allons, baissez-vous. Je mets mon arme sur le côté et je frappe. À présent, je peux continuer avec d'autres actions ou m'éloigner pour lui donner des ordres. Voyez une autre situation. Nous sommes aux États-Unis ou au Canada, le pays de mon compagnon Chris. Nous sommes ici et il avance. Arrêtez-vous, allons, arrêtez-vous. Au sol, par terre, j'ai dit. Je contrôle déjà la situation. Qu'est-ce que j'ai fait? Lui s'approchait de moi et je lui ai demandé de s'arrêter en lui faisant un geste universel de la main. Mais il ne s'est pas arrêté. Je ne vais pas donner un coup de poing à quelqu'un de cette taille qui avance vers moi. Il est préférable de le frapper à l'estomac ou sur le bassin, qui est une cible meilleure. Je frappe avec les pieds et cela devrait l'arrêter. Si j'ai des témoins, ils diront qu'ils m'ont vu lui donner des coups de pied, mais qu'avant, je lui ai donné l'ordre de s'arrêter avec un geste, et qu'il a fait comme si rien n'était. Je n'avais pas le choix. J'ai dû l'arrêter avec un coup de pied. Vous agirez ainsi quand quelqu'un avancera vers vous, ou vous vers lui. Si je n'étais pas armé, le principe est le même. Mais cette fois, nous garderons les mains levées. La technique suivante sera le coup de pied diagonal. Dans le cas précédent, pour le coup de pied frontal, utilisez toujours la jambe arrière pour mieux pénétrer avec le coup. À présent, nous exécuterons un coup de pied en diagonale. S'il se protège le bassin, vous pouvez attaquer sa cuisse ou son genou. Beaucoup de styles l'appellent le coup de pied circulaire. Mais pour ces styles traditionnels,
Le coup se réalisera avec le tibia ou la partie frontale de la cheville. Dans la police, on ne fait pas ça. Ce serait une folie. Parce que si lui monte son genou, moi je me fracturerai le tibia, le genou ou le pied. Ne le faites pas. Avec quelle partie du corps je frapperai? Avec le coup de pied, avec la partie inférieure, parce que je porterai des bottes. Je vais frapper avec le bout de ma botte, juste sur la cuisse. C'est un coup de pied diagonal. Nous ne l'appelons pas coup de pied circulaire, parce que ce n'est pas un mouvement circulaire, comme dans les styles traditionnels. Depuis la position de combat, c'est comme un coup de pied frontal. Nous frappons en pénétrant. Ce n'est pas un mouvement compliqué, seulement diagonal. À présent, à l'aide du bouclier, nous allons frapper la zone de la cuisse. Position de combat, et je donne des coups de pied. Bien entendu, nous frappons et nous essayons de le renverser ou de l'arrêter. Nous avançons, nous donnons des coups de pied sur la partie inférieure du bout de la botte et nous avançons pour attaquer avec le poing. C'était le coup de pied diagonal. La technique suivante est le coup de pied latéral. De nombreux arts martiaux traditionnels la réalisent différemment. Pour les travaux de la police, nous n'employons pas de techniques compliquées. Notre objectif est la survie. Mon objectif à présent ne sera pas le bassin, mais la partie située sous le genou. L'unique situation où nous utiliserons ce coup de pied est lorsque je suis en train de parler ou d'arrêter quelqu'un ou qu'une autre personne m'attaque d'un côté. Dans ce cas, je lève le genou et contrairement à d'autres styles, j'essaie de frapper avec le talon de ma botte sur son genou. J'essaie de traverser l'objectif. Chris est baissé soutenant le bouclier, parce que si j'étais debout, même en entraînant, je pourrais lui faire du mal, le blesser ou lui fracturer le genou. Pour cette raison, il appuie son genou par terre. C'est aussi utile pour que j'emploie plus de puissance. Imaginons que nous sommes en train de parler avec quelqu'un et que soudain, on nous attaque. Nous levons la jambe, nous dirigeons les fesses vers lui et nous frappons. Nous pouvons continuer avec d'autres techniques. Il sera difficile pour notre compagnon de garder l'équilibre, de façon que soyez prudent. Encore une fois, genou élevé et nous frappons avec le talon. Nous pouvons alors le renverser ou le pousser. Faites-le plusieurs fois. Ne frappez jamais au-dessus de son genou. La prochaine technique est le coup de pied en arrière. Je vous montrerai avec l'aide de Chris. Comme je l'ai déjà dit, ne sous-estimez jamais l'instinct humain. Si je suis ici et que quelqu'un m'attaque par derrière, que feront-ils dans beaucoup d'arts martiaux? Ils se retourneront, regardent et réalisent une technique compliquée, convaincus de que cela va marcher. Que dit la nature humaine? Si quelqu'un vous crie « Attention à ton dos », vous vous baisserez et couvrirez instinctivement. Si vous voyez quelque chose s'approcher, vous réagissez de cette manière. Ça, c'est la réalité. Vous n'allez pas vous retourner, observez, et alors lancez un coup de pied compliqué. Servez-vous de votre instinct. Si vous sentez quelque chose par derrière, faites ce que vous feriez normalement. À présent, d'ici, vous pouvez regarder sous l'épaule. S'il y a un bâton, et moi je regarde soudain en arrière, il me frappera à la figure. Il a gagné. Dans la vie réelle, moi je me baisserai, et son coup passera dans le vide. Je me protège et esquive le coup. Dans une situation réelle, quand on veut vous frapper, ils le feront à la tête. Que ce soit une frappe ou un étranglement, son objectif sera la tête. Si je me baisse et m'éloigne, il lui sera difficile de m'atteindre. L'acte suivant sera, si je note quelque chose avec ma vision périphérique, je lui donne des coups de pied comme ça. J'attaque son bassin. Ce n'est pas un coup de pied difficile, pas de grande prouesse. Nous nous baissons et donnons des coups de pied en arrière. Peu importe si nous l'atteignons aux jambes ou aux genoux. Le coup le freinera. À présent, Chris va employer le bouclier. Et on va compter sur l'aide d'un autre compagnon, Manju. Je peux être en train de parler avec un suspect, et Chris peut être un ami à lui, une autre personne qui veuille m'attaquer.
Si je suis en train de parler avec cette personne et l'autre avance par derrière, que se passe-t-il si je me baisse et je donne maintenant des coups de pied en arrière? Cet individu peut me frapper et me donner des coups de pied. Voici ce que nous ferons si deux personnes s'approchent de cette manière. Je suis en train de parler, je vois l'autre personne et je pousse alors la première et donne des coups de pied à la deuxième. Je m'éloigne à présent de ce côté et j'ai les deux devant moi. Nous allons recommencer une fois de plus. Je suis en train de parler avec cette personne et je m'éloigne de cette position pour ne pas les perdre de vue. Si celui qui vient par derrière est trop loin, alors je m'éloigne sans avoir à employer la violence. Maintenant, je peux leur donner l'ordre de s'arrêter. C'est comme ça que nous agissons dans ces cas-là. Nous le pratiquons de façon réaliste. Je parle avec lui. J'ai frappé fort. Nous pourrions continuer à nous entraîner ainsi. C'est un bon exercice. On va le mettre un peu plus en pratique. Cette fois, Chris essaiera de me frapper avec le bâton. Bien entendu, doucement. Le bâton est en caoutchouc. Et Chris tentera de me frapper. Maintenant, il existe une menace visible. Bien que ce soit un entraînement, une partie de moi pensera que je suis en danger. C'est bien, parce que nous simulons encore plus la réalité. Je suis en train de parler avec lui. Vous aurez vu comment je me suis protégé avec les mains. Voici ce que vous ferez. Voici la technique que vous emploierez dans votre département de police, en votre académie ou même dans votre dojo. La technique suivante est incluse dans le paragraphe des coups avec les jambes. C'est le coup de talon. Il s'agit d'un écrasement avec le talon. Nous pouvons être en train d'arrêter un individu ou de le saisir. Une bonne cible sera la partie supérieure de son pied. Ce ne sera pas notre première technique, mais elle peut être utile. C'est une option supplémentaire. Si la personne est ivre et que vous voulez qu'il cesse de vous tenir, vous lui écrasez le pied. Lorsque quelqu'un me saisit, en tant qu'agent de police, je lui ordonnerai de ne pas opposer résistance. Pourquoi? Parce que s'il y a des gens autour de moi, j'aurai des témoins. Je ne veux pas qu'on m'accuse de frapper quelqu'un sans motif. Même si je le frappe, après, il y aura des témoins qui diront que je lui ai d'abord ordonné de s'arrêter verbalement sans utiliser la force. Ce genre d'écrasement peut lui briser des os, selon la situation. Si vous êtes en danger, vous pouvez lui casser quelques os. Mais, si je ne veux pas le blesser parce qu'il est ivre ou parce qu'il se résiste un peu, je peux faire ce que nous appelons un grattage de talon. C'est comme un écrasement. Mais je ne fais que frôler vers le bas son tibia avec le bord de ma botte. Cela lui fera assez mal. Ça sera suffisant pour qu'il réagisse. À présent, je peux l'arrêter facilement. C'est un bon truc. Puisque c'est difficile à pratiquer, nous poserons le bouclier d'entraînement par terre. Puis, je peux réaliser l'écrasement avec le talon. Nous pouvons le pratiquer pour nous y habituer. Nous levons le genou et nous écrasons fortement. C'est aussi simple. Comment pouvons-nous pratiquer ceci avec le compagnon? Nous avons un exercice amusant qui peut paraître simple en apparence et un peu stupide. Cet exercice peut néanmoins vous être très utile parce qu'ainsi, vous vous faites une bonne idée des déplacements. Moi, je le saisis par l'épaule et lui par la mienne. Nous l'appelons la danse. Quand l'instructeur donne l'ordre, nous essaierons de nous écraser les pieds réciproquement. Et on verra qui est le premier à y arriver. Très bien. Normalement, avec mes étudiants, nous réalisons cet exercice durant environ 30 secondes, parfois 1 minute. Puis, vous serez assez fatigué. Mais cet exercice vous montre comment bouger. Dans un combat réel, ça sera très utile, parce que si quelqu'un essaie de vous saisir et de vous renverser, à présent, vous savez comment bouger vos pieds pour l'éviter. C'était les écrasements avec le talon.
Nous avons parlé des coups avec les pieds. Maintenant, nous verrons les coups avec le genou. De même qu'avec les coudes, pour le contact au corps à corps, les genoux s'emploient aussi à cette distance. Nous frapperons généralement de la ceinture vers le bas. Cependant, s'il est incliné en avant, vous pourrez le frapper avec le genou à la figure. Généralement, l'objectif sera la zone inférieure, puisque c'est la hauteur naturelle des genoux. Il existe plusieurs techniques. La première est le genou vertical, direct vers le haut, vers les parties génitales, ou s'il est incliné, direct à la tête. Dans ce cas, le niveau de force employé serait celui de la lésion. La technique suivante est le genou direct. S'il me saisit de cette manière et que je ne peux pas bouger, je mets la jambe en arrière et je frappe directement en avant, sur sa jambe ou ses parties génitales. L'effet sera suffisant pour qu'il s'incline et je puisse le frapper avec le poing. La suivante est le genou diagonal. Tout comme le coup de pied diagonal, le mouvement est diagonal, pour le frapper latéralement sur la cuisse ou dans le genou. Je peux aussi frapper ici dedans, ou sur les parties génitales. Voyez une autre possibilité. Si ses jambes sont comme ça, et je frappe directement, je le frapperai sur l'os. Mais si je le frappe comme ça, je parviendrai au muscle. Finalement, nous avons le genou descendant, mais nous le verrons plus tard. À présent, pour la première technique, voyons comment tenir le bouclier pour s'entraîner. Une main saisie ici et l'autre là. Nous plaçons les coudes vers l'extérieur et nous nous baissons comme ça pour absorber l'impact. Maintenant, nous pouvons travailler le genou vertical. Comme vous voyez, la hauteur du bouclier correspond à la zone du bassin. Je me place à cette distance, position de combat, et je frappe. Voici le genou vertical. Pour la technique suivante, nous saisissons le bouclier ainsi et descendons notre centre de gravité. C'est un coup puissant. De ce côté maintenant, pour la caméra, je m'approche à cette distance en touchant le bouclier avec la jambe. Il se peut qu'ils soient en train de me tenir. Je frappe direct. D'ici, s'il me saisit, je frappe et maintenant je peux passer à une position de combat. Je peux aussi le saisir comme ça et frapper et m'éloigner pour me battre. Le coup suivant est le diagonal. Je suis là et je frappe vers le haut. Vers le haut, en diagonale. Bien entendu, vous pouvez le frapper, le pousser et fuir. Pour terminer, nous verrons le genou descendant. Nous allons placer le bouclier par terre. Pourquoi? Le bouclier simule le corps de l'opposant. Supposons que je l'ai renversé au sol. D'ici, avec le genou, nous nous laissons tomber sur ses côtes ou sur son bassin. Si vous deviez employer la force létale, parce qu'il a une arme et va vous tirer dessus, alors vous frappez sur sa tête. C'est une autre option. Quand pouvons-nous appliquer ceci? Supposons que je l'ai renversé. L'adversaire est par terre. Je peux placer mon genou ici sans avoir à percuter fortement. Je peux faire pression avec le genou pour le contrôler et pouvoir l'arrêter. J'emploie mes genoux pour l'immobiliser. À présent, je peux lui passer les menottes facilement. Voyons notre cas. Si l'adversaire est par terre, si c'est une personne très grande et qu'il peut se lever pour me frapper, je peux alors le frapper avec le genou dans les côtes. S'il tente de me tuer, je le frapperai alors sur la tête. Voici la technique du genou descendant. C'était toutes les techniques de genou dont vous aurez besoin. Verticale, directe, diagonale et descendante.
Nous avons vu comment frapper avec les jambes, les pieds et les genoux. À présent, nous verrons comment bloquer ces coups. Généralement, j'emploie deux types de blocage. J'aime la simplicité. Le secret est de se souvenir que dans toutes sortes de combats, la règle générale est main contre main et jambe contre jambe. Si quelqu'un essaie de me frapper sur la tête avec un coup de pied, logiquement, je bloquerai avec les bras et essaierai de le renverser. Mais généralement, dans une querelle de rue, ils ne nous attaqueront pas avec ce genre de choses. S'ils essaient de me donner des coups de pied aux parties génitales ou le genou, j'emploierai les jambes pour bloquer. S'ils m'attaquent avec le poing, j'utiliserai les bras. À présent, avec l'aide de Chris, nous verrons la première technique, le coup de pied de détention. Je peux être en train de mettre une amende à une personne. Elle se fâche et essaie de me lancer un coup de pied. J'emploie le coup de pied de détention. D'abord, je m'incline en arrière pour esquiver son attaque et je lève la jambe ainsi. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. La seule chose que je fais est de placer le pied devant ma ligne centrale. Je pense seulement à lever mon pied ainsi. S'il veut me donner des coups de pied dans la zone inférieure et que je devine son coup, je dois seulement lever le pied. Immédiatement, je contre-attaquerai avec des coups de poing pour le renverser et l'arrêter. Si c'est un artiste d'arts martiaux ou un lutteur expérimenté, il me donnera des coups de pied en levant la jambe comme ça. Il peut même me lancer un coup de pied élevé. Comment je le bloque? Je garde toujours le côté où se trouve mon arme arrière et l'autre côté en avant, y compris si je suis en train de rédiger un PV ou de parler avec un individu. Quand il me lancera un coup de pied, je dois seulement monter le genou pour couvrir mon corps. Pas très haut. Il suffit de couvrir notre bassin. Nous l'appelons la lance. Nous élevons la jambe pour freiner son coup de pied. Il tente de me frapper par surprise. Il se peut que je perde l'équilibre. C'est pourquoi, en élevant la jambe, nous nous jetterons sur lui pour contre-attaquer. Nous ne devrons pas bloquer ainsi et nous éloigner en arrière. Quand nous bloquons, nous nous lançons sur lui pour contre-attaquer par surprise. Premier blocage, coup de pied de détention. Second blocage, genou de détention. C'est tout. Notre système est complet, de la tête aux pieds. Nous avons étudié les coups avec les bras, les jambes. À présent, nous verrons les coups avec la tête. Parfois, vous aurez besoin de lancer un coup de tête, si par exemple, on vous immobilise. Nous l'entraînons avec un petit gant à cette distance. Nous ne lancerons jamais un coup de tête de très loin, seulement lors d'un corps à corps. La partie de la tête avec laquelle vous frapperez, c'est cette zone bombée du front, non avec le visage. Si c'est possible, frappez légèrement de côté. Si je frappe frontalement, je pourrais me casser le nez. Il est préférable de tourner un peu la tête pour éviter de choquer avec le nez. Nous ne devons pas jeter la tête en arrière, non plus pour prendre de l'élan. Nous frapperons directement de cette façon. Dans cette position, je frappe avec un mouvement court et je tourne la tête pour éloigner mon nez. Nous pouvons le pratiquer avec le gant. Nous frappons, un mouvement très rapide. Ce n'est pas une technique compliquée. Il suffit de l'entraîner une dizaine de fois. C'est suffisant. Des séries de 3 ou 4 coups. Essayez. Vous devez le pratiquer pour apprendre à bien frapper et atteindre l'objectif. C'est très important. Finalement, le dernier coup, et dans cette situation, l'adversaire m'immobilise par derrière. À présent, nous frapperons avec un seul mouvement de cou, vers l'arrière. S'il me saisit, je devrais me baisser en avant et frapper en arrière pour gagner de la puissance. Cela peut être douloureux, mais nous essaierons de frapper avec la partie bombée du crâne, et non avec la partie de la nuque, parce qu'elle est en connexion avec la colonne vertébrale et on resterait KO. Nous frapperons comme ça avec la partie arrondie. Il suffit de le faire 3 ou 4 fois. Ne perdez pas trop de temps avec quelque chose d'aussi simple. Cependant, il est bon de le pratiquer, au cas où vous en auriez besoin. Pour conclure,
Pratiquez tout cela. C'est le plus important. Il ne faut pas beaucoup d'années pour devenir un maître dans ce domaine. Si vous pratiquez ces techniques et devenez des experts, vous serez aussi bon que n'importe quel lutteur de rue ou n'importe quel criminel, parce que c'est ce qu'ils pratiquent. Ce n'est pas compliqué. Quand vous travaillez avec le sac d'entraînement, à la maison ou au gymnase, imaginez que c'est une vraie personne. Ne restez pas statique et jouez avec lui. Déplacez-vous et agissez comme s'il s'agissait d'une personne qui vous pousse dans un bar, par exemple. Alors vous frappez et vous vous éloignez ou fuyez. Plus vous le ferez, plus vous serez prêt pour le combat, ou dans ce cas, pour les tactiques défensives de la police. En tant qu'agent de la police, bien sûr, je sortirai mon arme et donnerai des ordres à cet individu. C'est mon travail. De toute façon, si vous pensez de façon réaliste, vous obtiendrez de meilleurs résultats dans la rue. C'est le plus important, se baser sur la réalité. Pensez de façon réaliste, entraînez-vous de façon réaliste, et quand vous sortirez dans la rue, vous vous battrez correctement, parce que ce sont des techniques simples. Si vous êtes intéressé par mes vidéos, jetez un œil à la web de Budo International. Si vous voulez mieux me connaître, visitez mon site jimwagnertraining.com. Vous y trouverez plus d'informations. À la prochaine. Merci.